Bonjour à vous, ici Mom. Dans la lignée de vidéos servant à décortiquer le métal pour des personnes non initiées, que j'ai pu débuter avec le métal est-ce bien raisonnable, ainsi que mes vidéos musique savante et métal, et pour lesquelles j'ai créé une playlist dispo juste ici, j'ai cru bon faire le point sur les voix dans les musiques extrêmes. En effet, j'ai pu avoir quelques réflexions en réaction à la vidéo de Maxwell avec François Bégodeau, qui affirme trouver dommage de chanter en growl, car, selon lui, la voix humaine est tellement belle qu'elle n'a pas besoin d'aller dans des extrêmes. Il préfère une voix naturelle plutôt qu'une voix modifiée. Si vous avez vu ma vidéo sur le métal, est-ce que c'est génial? Vous savez que le growl subit des modifications. Sans modulation, le growl, c'est immonde. Mais vous savez aussi que j'ai affirmé qu'il est très facile de confondre préférence subjective et avis que l'on impose comme vérité objective. En substance, Bégodeau déplore que le growl vient ternir la qualité du chant, vient détruire une construction, une composition. Voilà. Selon lui, le growl, le chant extrême, ça détruit tout. Il reconnaît la grandeur de la musique extrême, mais pour lui, le growl, ça ruine toute tentative de composition. Finalement, cet avis qu'il partage, c'est un classique si on ne connaît pas le growl, et je le sais bien, car j'ai été totalement de cet avis-là, avant de parvenir à dépasser mes blocages. Ainsi, pour répondre à Bégodeau, nous allons décortiquer le growl ainsi que le shriek black metal, et dans la foulée, suggérer des sensations métal extrême, spécifiquement death metal car c'est ma spécialité, qui pourront vous apporter une autre oreille à cette technique de chant. Ah, pourquoi grôler? Les origines du chant extrême. Pour pouvoir apporter une réponse satisfaisante, il faut avoir une méthode liée à l'histoire de l'art. Parce que pour comprendre un phénomène, il faut voir son contexte, ses origines, et aussi prendre un peu de recul avec l'ensemble de l'histoire des arts. Donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais l'histoire de l'art présente plusieurs logiques qui se répètent au fil des siècles. Déjà, rien n'est créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. On peut initialement se dire que l'art provient d'une observation de la nature ou bien d'une volonté de transmettre un message sous des atours plus séduisants, comme l'a fait Lucrèce pour son De la nature des choses, aussi des Rerum Natura dans sa version originale. Dans cet ouvrage, la poésie vient rendre plus agréable le fait d'accéder à des concepts complexes. Mais une fois qu'une base artistique est établie, celle-ci trouve du sens dans un contexte particulier qui a une résonance dans les considérations et les habitudes des personnes à un instant T. De fait, les règles, les codes et les standards ne peuvent pas rester immuables, car les gens changent au fil du temps, et les générations à venir vont s'approprier le monde et le langage pour créer une autre interprétation du réel, ainsi qu'une autre appropriation du champ social. C'est pour ces raisons-là, mais aussi, entre autres choses, à cause des conflits culturels, des migrations, des guerres et des épisodes traumatisants type épidémie de peste noire, que l'art évolue et ne saura jamais être figé. Ne serait-ce que les œuvres muséifiées et rendues immuables, même elles sont soumises aux caprices du temps et au changement, puisque le regard évolue au fil du temps. Bref, l'art est sans arrêt soumis à des modifications. Et l'une de ces transformations les plus éloquentes, c'est la manière dont les règles sont employées pour repousser les limites. J'en parlais sur mes vidéos musique savante et métal, mais la musique baroque est venue foutre un sbeul monumental à l'époque. Les compositeurs qui sont aujourd'hui portés en triomphe ont été lourdement critiqués à l'époque, car leur musique faisait preuve d'excès, allait trop vite ou repoussait les limites de l'audible. Et ces trois pôles-là sont structurants même dans la musique du XXe siècle, et je dirais même encore plus à l'époque contemporaine qui a connu les monstruosités humaines que sont les guerres mondiales. Ces événements majeurs ont considérablement métamorphosé les courants artistiques. Il n'y a qu'à voir le Guernica de Picasso par exemple, dont la vision cauchemardesque a pu avoir une influence
sur certaines imageries métal. Moi je pense au Rainblood de Slayer, mais je suis sûr que vous avez d'autres références que vous pourrez mettre en commentaire. Puis, l'humanité évolue, siècle après siècle, dans des violences à plus grande échelle. Et puisque nos connaissances historiques nous prouvent que l'horreur est humaine et qu'il y a toujours eu de la cruauté et de la monstruosité, rendre en musique la violence intrinsèque à la bête humaine, c'est ce que les logiques de paroxysme et d'hubris soutiennent quand la musique rock émerge et, en tant que contre-culture, interpelle les gens sur leur quotidien et leurs habitudes. Ainsi, proposer une musique qui lorgne dans l'extrême, c'est l'ADN même du métal. Avec Black Sabbath, le métal repousse les limites technologiques avec un son nouveau et des techniques instrumentales qui ne se faisaient pas avant. On peut aussi citer Jimi Hendrix, qui a eu une influence notable dans le métal et dont la saturation extrême était un défi technique également et permettait de rendre tout le cauchemar du Vietnam, notamment quand il a repris l'hymne national américain. L'humain est violent, le métal est humain, et ce n'est pas Chuck Schuldiner avec son Human qui dirait le contraire. Donc, le métal a repoussé les limites, et c'est pourquoi le heavy des années 70 a laissé place, avec l'influence du punk, au thrash metal, qui trouve une résonance dans l'esprit des gens des années 80. Alors que le rock se starifie, le thrash vient présenter une facette agressive du métal, tout en employant l'aspect shred, qui a permis de mettre en avant les stars du rock années 80. Si Eddie Van Halen fait les grandes heures du rock années 80, eh bien le thrash va réemployer les techniques de Van Halen, mais pour faire de la pure violence. Face à l'évolution glamifiée du rock, le métal des années 80 se mue en monstruosité. Et c'est ainsi que le death apparaît comme pied de nez à un rock galvaudé, et que le black de l'autre côté, le black première vague, se forme comme un retour aux racines punk du thrash metal. Ainsi, le growl death metal et le shriek black metal ne sont pas des dommages collatéraux qu'on doit déplorer en disant que c'est dommage, les voix sont rendues monstrueuses. Car c'est justement ce but qui était recherché. Le death et le black metal, comme d'autres mouvements contestataires avant, défoncent les codes en prenant le strict opposé. Au 19e siècle, par exemple, et là je vais parler littérature parce que c'est quand même mes études de lettres modernes, je connais un peu, face au romantisme qui mettait en avant la mélancolie, les sentiments personnels et la manière d'écrire sa vie en fonction de ses sensations liées à la nature, nature qui est en accord à nos états d'âme, face à ce romantisme, le réalisme est venu en opposition nette avec quelque chose de plus cru, de moins élégant, de plus dérangeant aussi. Enfin, dérangeant dans la limite du 19e siècle quand même. Et bien ici, avec l'émergence du death et du black, c'est exactement la même chose. Les chants monstrueux sont l'opposé strict de ces voix parfois androgynes, notamment dans le glam et le air metal. Et puisque les artistes glam jouaient sur la féminisation des corps, le métal extrême allait, au contraire, à fond dans quelque chose de bestial. Si bien que même les chanteuses ont utilisé un chant hyper profond et caverneux, comme le groupe Holy Moses. Et si certains déplorent ce chant guttural ou éraillé, c'est justement car c'est de mauvais goût. Selon les standards établis par la culture classique, un chant doit être mélodieux et beau. Mais selon quels critères? Parce que, gardez bien en tête qu'à l'heure du blues ou du jazz, les blancs américains considéraient les chanteurs et les chanteuses afro comme des personnes ne sachant pas chanter. Donc tout comme la musique soul est venue bousculer les notions de bon goût, le growl et le shriek ont su gagner leur lettre de noblesse avec des projets ambitieux, de la recherche et surtout plusieurs tentatives. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, le growl et le shriek sont pertinents car ils naissent dans un contexte qu'il faut rappeler. Affirmer « c'est dommage ce chant », c'est ignorer cette évolution historique. Tu peux ne pas la comprendre et ne pas l'apprécier, mais ce chant est et restera pertinent. Et c'est justement ce que nous allons voir par la suite. Mais avant d'aller plus loin, si mon contenu vous plaît,
Pensez au partage, au like et à l'abonnement, mais surtout aux commentaires qui permettent de mettre la vidéo en avant. C'est ça qui me soutient le mieux. Et je vous rappelle aussi qu'il y a mon roman Les Litanies de l'acier qui est paru il n'y a pas longtemps. Je vous donne plus d'infos à son sujet en fin de vidéo. En quoi les voix extrêmes sont-elles pertinentes dans cette musique? Eh bien, si je reprends ce qu'affirme Bégodeau, le métal fait la part belle aux guitares. Dans le death metal par exemple, la guitare donne la mélodie. Notamment dans le tech death, le growl sert surtout d'élément rythmique. Ça sert de base sur laquelle la guitare peut prendre appui. Si tu changes par exemple les vocaux de Pestilence par du chant clair, tu noteras qu'il n'y a pas de notes ou pas de mélodie. Il y a surtout un rythme. On peut aussi sortir du death metal pour parler de Meshuggah. Le chant grogné est avant tout rythmique. Il sert à appuyer les temps d'ailleurs qui sont très malmenés en Meshuggah avec les polyrythmes, mais ça sert aussi à offrir une ambiance très sombre. Si on comprend ça, on parvient à saisir que le growl accompagne, mais ne porte pas. Et c'est une découverte que j'ai eue en écoutant Falchion, puis Decrepit Birth. Dans les deux cas, le chant est dans l'appui, mais n'est pas la valeur primordiale du projet. Falchion est un groupe de mélodique death metal, et c'est bien les instruments qui sont à l'honneur, notamment la guitare. Dans Chronicles of the Dead, la voix apporte une charge supplémentaire, mais n'est clairement pas la plus-value. La plus-value, c'est l'assise rythmique, notamment de la batterie qui est quand même bien comme il faut, mais surtout les mélodies, les guitares saillantes. Pour ce qui est de Decrepit Birth, nous sommes dans du brutal death metal, donc quelque chose d'assez chargé, mais qui en plus est technique. Autrement dit, la voix est clairement en dessous du reste, parce que ce reste, c'est un haut degré d'exigence en termes de basse, de batterie. La batterie, elle est frémissante, elle va dans tous les sens, il y a beaucoup de double pédales, c'est hyper riche. Mais en plus de ça, tu as la basse qui habituellement dans le métal est assez peu présente, même si c'est des exceptions, on pourra y revenir, mais là la basse, elle est bien mise en avant. Et donc, ça fait que, en plus de la batterie et de la basse, on va avoir des guitares, alors là c'est la part belle aux élans mélodiques, parfois néoclassiques. Donc c'est blindé instrumentalement. La voix sert plutôt dans les moments où les instruments se mettent en retrait. Moments qui servent en fait de transition entre les divers instants globalement progressifs. Mais d'ailleurs, ce que je décris ici, concernant ces groupes, signale un autre défaut qui est souvent critiqué par les personnes n'étant pas dans le death technique. Ils reconnaissent le haut degré technique des musiciens, mais déplorent que le chant ne soit pas à la hauteur de la maestria dont font preuve guitaristes, bassistes et batteurs. Et bien justement, dans ce cas, on peut citer Psychroptic ou Psychroptic, dis-le comme tu veux tant qu'on se comprend. Mais ce groupe-là, qui est australien, sur The Scepter of the Ancients, eh bien, ce groupe dévoile une instrumentation créative, mais également des chants variés qui permettent de créer divers personnages. Je pourrais évoquer également le groupe Unhuman, qui a repoussé les techniques vocales. Mais je peux également remettre en avant le succès du groupe Archspire, ou Archspire, dis-le comme tu veux encore une fois. Mais Archspire a embrassé totalement ce côté accompagnement, puisque le chant cherche avant tout à suivre la haute vélocité musicale, bien plus que de faire des notes mélodieuses. Car oui, avant tout, les voix extrêmes ne cherchent pas forcément les notes. Le growl dont je parle depuis tout à l'heure, c'est un chant qui, initialement, a certaines limitations qui servent à donner une ambiance, une couleur à la musique. D'ailleurs, cette couleur, entre autres choses, est ce qui permettait de distinguer le death et le black metal. Ces genres musicaux, nés de l'envie de revenir à du moins clinquant, comme je l'ai dit, à du moins starifié, ont pris des directions différentes. Le growl death metal est caverneux, là où le shriek black metal est éraillé. Et cette différence de ton dans les voix, ça a impliqué des différences de choix dans les productions. La production death metal et black metal se distingue à partir de ces couleurs qui impliqueront des sons différents. Alors bien sûr, ce que je dis là, ce sont des bases, et les hybridations et autres croisements ont rendu ça plus complexe. Mais nous allons approfondir le growl avec d'autres exemples significatifs qui permettent d'en présenter la justesse
en termes d'intention artistique. Pour parler growl et pertinence artistique, nous devons commencer par l'évidence, à savoir Cannibal Corpse et Morbid Angel. Ce sont clairement les piliers du death metal. Alors ok, c'est pas les albums sortis en 90, ils sont sortis un peu plus tard ceux-là, mais c'est pour illustrer. Mais leur envie, à Cannibal Corpse et Morbid Angel, était très claire dès le début de leur carrière. Il fallait concevoir l'horreur. Cannibal Corpse, c'est l'horreur des films gore, et Morbid Angel, c'est l'horreur cosmique qui trouve son apogée avec ce Gateways to Annihilation. Et que ça nous plaise ou non, l'horreur joue dans la monstruosité. D'ailleurs, George Fisher, alias Corpse Grinder, qui est venu remplacer Chris Burns dans Cannibal Corpse, a chanté dans un groupe qui s'appelle Monstrosity. Donc la monstruosité, on y est. Ainsi, le growl est justement une technique permettant de générer un chant qui colle à cette imagerie horrifique, monstrueuse. Et si on essaye de calquer un chant clair sur la base cannibale ou morbide, sans rien modifier de la composition, c'est-à-dire vraiment, tu enlèves la voix growl, tu gardes l'instrumentation telle quelle, et tu mets une voix claire par-dessus, si tu essayes de faire ça, on s'aperçoit que le chant clair manquerait de diversité, car ce ne sont pas, encore une fois, ces chants growl ne sont pas des chants modulés par des notes, ce sont des chants surtout basés sur la rythmique. Et ça, ce que je dis là, ça va surtout changer avec le death suédois et aussi l'émergence du death mélodique qui va apporter une autre manière de composer du death metal, une autre manière de faire sonner le death metal, notamment grâce à des guitares qui sont accordées en majeur. Et donc ça va permettre du coup de mieux faire sonner des voix claires. Mais si tu prends Cannibal Morbid, comme je disais, tel quel, ajouter une voix claire, sans moduler le chant, vraiment en faisant, je prends le growl, je chante pareil, je chante les mêmes notes, mais en chant clair, et bah tu verras qu'il y a très peu de dynamique, très peu de variation. Parce qu'encore une fois, c'est la rythmique qui compte. Prenons ensuite un autre exemple de groupe légendaire, c'est Suffocation. Avec ce groupe, on a une autre définition du growl. Le côté rythmique est poussé à fond, puisque Suffocation puise dans l'inspiration de la scène hardcore new-yorkaise. L'idée est de faire du death metal défini par ses ruptures. Et moi, je le dis sans honte, avec le temps, je trouve que Suffocation est un groupe feel good. Alors, vous allez dire que je pète un câble et que j'ai totalement vrillé, mais je vais vous expliquer. Au-delà de l'extrême pesanteur dans Suffocation, les diverses phases dans chaque morceau ont ce groove qui, moi, me donne le sourire. Il y a quelque chose d'assez irrésistible et de puissamment métal dans Suffocation, alors que ça puise dans le hardcore. Et finalement, j'ai cette sensation de racine inamovible, et le growl participe à générer ce plaisir d'écoute. Suffocation a imposé un style qui a repoussé les limites du death metal jusqu'à devenir le brutal death. Et leurs Hymns from the Apocrypha, ainsi que le regain du public pour le groupe, tout ceci prouve qu'ils sont bel et bien les maîtres de leur formule, aussi bien exigeante que terriblement addictive, à mesure que l'on écoute cette science de l'efficacité. Quand tu écoutes par exemple Effigy of the Forgotten, sorti en 1991, déjà là, tu sens que c'est une musique qui ne veut pas te lâcher. Niveau chant death metal, il est impossible de ne pas évoquer toute la scène floridienne, avec notamment Nocturnus, qui cherche avec les synthétiseurs à proposer des ambiances spatiales. Et le chant, certes particulier, va justement varier afin de sortir des habitudes death metal. Mais clairement, on franchit un cap avec death, cynique et athéiste. Pour death, l'évolution de Chuck Schuldiner a conduit à des expérimentations dans le chant extrême. Passer de Human à The Sound of Perseverance permet de saisir combien cette année, de 1991 à 1998, ont métamorphosé la manière d'appréhender le growl. Concernant athéiste, ici, le chant n'est plus relégué qu'à une base rythmique. Le chant d'athéiste connaît des modulations qui suivent la grande richesse musicale des musiciens. Enfin, concernant cynique,
nous avons là une formidable rupture entre le growl et le chant sous vocodeur, présentant un death metal qui peut s'affranchir des définitions établies en premier lieu. Donc ça c'est 93, et ça trouvera confirmation en 2007 avec Traced in Air, où le growl est très rare finalement. Il est vrai que je me base essentiellement sur la scène américaine, car c'est un ensemble que je connais très bien. Mais tout à l'heure je parlais de death suédois, et bien la scène de Suède, avec Entombed, At the Gates ou Dark Tranquillity, n'est pas en reste non plus en termes d'évolution du growl. Mais il faut citer, encore une fois, Edge of Sanity, qui a été un tournant dans la façon d'amener le death metal vers un aspect davantage progressif. Et je vous renvoie à ma vidéo au sujet des ponts entre musique savante et metal progressif. Nier que le growl est pertinent dans le contexte de la musique extrême, c'est pour moi se mettre des œillères. Il me semble malhonnête de dire que ce chant monstrueux est dommageable pour le métal extrême, parce que c'est justement l'effet escompté. Quand un groupe s'approprie le growl pour le laisser tel quel, c'est en effet pour se lier à cet héritage que j'ai expliqué auparavant. Au contraire, quand le contre-pied est employé, c'est pour se démarquer ou emmener le genre ailleurs, comme on pu le faire au Opeth, en mélangeant death suédois et prog rock des années 70. D'ailleurs, en parlant de cette base prog rock années 70, il me faut mettre en avant, une nouvelle fois, une sortie récente et qui est en train de faire grand bruit. Il y a peu est sorti le Absolute Elsewhere de Blood Incantation. Si ce groupe américain a officié dans un death progressif assez difficile à appréhender, il ne faut pas se faire avoir avec leur dernier disque. Absolute Elsewhere est un album prodigieux, je remets une couche, et qui, pour moi, et pour beaucoup, a tous les atouts d'un classique en devenir. Je l'ai déjà dit, en parlant de Licatae Flame, que Blood Incantation cite dans la partie 2 du morceau The Message. Mais du coup, quand je parlais de Licatae Flame, je disais que Umberto Eco définissait un classique comme une œuvre qui rassemble les codes précédents et contient les potentiels à venir. Blood Incantation parvient à mélanger du death de Chuck Schuldiner, du death aussi de Morbid Angel, des phases brutales ainsi que du black metal épique, tout en intégrant des inspirations prog années 70 avec du Yes, du Pink Floyd ou du Tangerine Dream. Ainsi, avec Blood Incantation, un aperçu de potentiel à venir nous apparaît, car pendant l'écoute de Absolute Elsewhere, nous sommes emportés dans un voyage d'une grande diversité, sans que jamais nous nous sentions perdus. Il arrive parfois que l'on se dise « Mais comment on a fait pour en arriver là ?» Mais si on retrace le parcours, tout semble parfaitement cohérent, alors que ça mélange des genres que beaucoup pourraient penser incompatibles. Et pourtant, la douceur des plages atmosphériques de Pink Floyd font un formidable contre-pied à des parties extrêmes dont le son est maîtrisé pour ne pas jurer avec l'ensemble. Les arrangements sont formidables et englobent le cerveau et l'esprit dans une épopée cosmique. Cet album a revêtu ses habits d'absolu, il s'impose avec grandeur et élégance, en s'appropriant les codes avec justesse et pertinence. Et ça, vous savez grâce à quoi ? Grâce au growl. Donc déplorer la présence du growl, c'est nier toute la notion d'ambiguïté qu'il y a dans Absolute Elsewhere. Il y a du growl, mais il y a aussi du chant clair. Et si on n'avait pas ces éléments death metal extrême et ce chant growlé, eh bien on n'aurait pas toute la diversité qui donne aux parties Pink Floyd toute leur saveur. Pour conclure cette vidéo, gardez bien à l'esprit, comme j'ai pu le dire pour le métal est-ce vraiment génial, une technique de composition, un tic de voix, on va dire un gimmick dans un album, en soi ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais gimmick, il y a des gimmicks bien employés et des gimmicks mal employés. Donc dire que le growl c'est nul, ça sert à rien, ou le shriek c'est inaudible, dit comme ça veut pas dire grand chose. Je vais sortir un peu du contexte, mais avant de savoir nager, t'as l'impression qu'une piscine, on peut pas trouver de plaisir là-dedans. Mais une fois que tu sais nager, là ça devient plaisant. Eh bien, pour le métal extrême, c'est pareil. Si tu y vas comme ça, à froid, sans préparation, tu vas sentir noyé. Mais une fois que tu sais comment appréhender ces techniques et ces gimmicks, là tu commences à comprendre le plaisir que l'on peut ressentir. Encore une fois, et c'est quelque chose que je déplore notamment avec ce que fait la Philharmonie de Paris, c'est que quand on parle de métal, on parle de musique.
Une musique qui peut fonctionner par contrepoint. Donc justement, on fait le contrepoint entre chant clair et chant grôlé, entre parties mélodiques et parties plus extrêmes. Mais on peut aussi aller vers un élément plus global et se dire que l'album au complet fait un contre-pied à l'ensemble de la production actuelle. Et là où le growl devient pour moi problématique, c'est quand il se repose que sur des formules établies et que justement on prend un album sorti récemment et on se dit que comparé au reste du paysage des sorties 2024, en fait il se repose sur les acquis. Donc encore une fois, si je prends l'exemple de Entombed avec Left Hand Path, le fait d'utiliser la pédale HM2 pour avoir ce son Chainsaw Riff si particulier avec des rythmiques un peu hard rock qui sont bondissants, ben ça c'est un mélange qui fonctionne super bien parce que à l'époque de Entombed, ils n'étaient pas nombreux à faire ça. Et quand tu le prends encore aujourd'hui, tu as cette sensation de nouveauté, cette sensation qu'ils ont trouvé quelque chose qui ne se faisait pas avant. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, ces gimmicks là qui fonctionnaient, je crois que Entombed c'est 92-93, eh bien non, Left Hand Path de Entombed c'est 1990. C'est encore plus en avance sur son temps que je croyais. Cet album est dingue, allez l'écouter. Enfin, terminez d'abord la vidéo bien sûr. Mais ces gimmicks là qui fonctionnaient à l'époque, aujourd'hui ils ont été utilisés à la nausée. Il y a énormément de groupes qu'on appelle un peu crust HM2. Donc des groupes comme ça, un petit peu black metal, un petit peu death metal, beaucoup punk aussi, qui reprennent cette pédale HM2 et ils refont du Entombed-like, mais sans vraiment comprendre la pertinence de l'enjeu. Donc le problème n'est pas tant les gimmicks employés, que la façon dont ils sont utilisés. Là ils sont utilisés par défaut, sans réfléchir parce que on trouve ça rigolo, on trouve ça joli, on trouve ça sympa. Et là je raccroche les wagons avec Blood Incantation, qui au contraire s'approprie énormément de références, mais pas parce que c'est chouette, joli ou quoi, parce que c'est réfléchi pour créer une ambiance, une histoire, que dis-je, une épopée. En ce qui me concerne, cette vidéo, c'est tout pour moi. Je vous rappelle, comme je disais, que mon roman Les Litanies de l'Acier, inspiré de Alendra, Xenogears, Final Fantasy VI, vous pouvez me contacter, j'ai les exemplaires à la maison que je peux vous dédicacer et vous mettre avec un petit sticker. En attendant de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao ciao.